semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Bonjour, bienvenue ici où l'on soigne le travail et par voie de conséquence où on s'intéresse beaucoup aux gens. Vous l'avez compris, j'avais pas envie de démarrer cette série de podcasts par des questions de souffrance, de stress, de burn-out, de violence contre soi ou contre les autres. Parce que le travail a autre chose à dire, le travail construit la santé, le travail construit la personnalité, le travail construit la société. Mais évidemment, tout le monde le sait, parfois le travail fait mal, le travail fait souffrance. Et qui de mieux que Marie Peset pour aborder cette question-là, de la prise en charge, de la reconnaissance de cette souffrance au travail, elle qui a fondé, il y a maintenant une trentaine d'années, la première consultation souffrance au travail, consultation qui est devenue un réseau qui est devenu européen, et réseau qui maintient une quantité phénoménale de ressources en ligne sur un site internet dont je vous mets le lien en description, que je vous invite à consulter et surtout à faire connaître. Est-ce que c'est un magnifique hasard ou une simple relation naturelle de cause à effet ? Mais Marie Peset a démarré sa carrière dans un service de chirurgie de la main qui tient l'outil, comme dirait Jacques Prévert. Qui tient l'outil parce qu'une main blessée, une main coupée, une main écrasée, c'est bien souvent le résultat d'un problème au travail, d'un accident du travail, et donc d'un travail qui dysfonctionne. Et de cette souffrance ou de cette blessure du corps, Marie Peset, psychologue clinicienne, psychanalyste, a su remonter jusqu'à la souffrance psychique, passer de la main au cerveau, prendre en charge les enjeux psychologiques de la souffrance au travail, par ce point de départ qui est la blessure physique, et par ce cadre de départ qui est la pluridisciplinarité. Car on ne traite pas de la souffrance au travail, on ne la prend pas en charge, sans allier les compétences du médecin, du psychologue clinicien, de l'avocat et, c'est mon point de vue, du psychologue du travail. Sur ce point de départ, je laisse Marie Peset nous en dire un peu plus. En fait, j'ai créé la première consultation en 96 parce que le chirurgien venait de partir à la retraite et que cela faisait maintenant, près de 30 ans que je travaille avec lui de façon pluridisciplinaire et un service de chirurgie de la main, c'est d'abord des accidentés du travail, c'est des caissières de supermarché avec des canaux carpiens, donc c'est le travail. Et nous avions même la chance à l'hôpital de Nanterre d'avoir le médecin conseil de la caisse du 92 qui venait assister au staff pour nous aider, dans les conseils médico-administratifs vis-à-vis des ouvriers quand on ne savait pas comment faire. Donc j'ai envie de vous dire qu'on a toujours travaillé en pluridisciplinarité, toujours. Très vite, quand les douleurs, par écrasement des mains sont apparues, à l'époque, il y avait pas d'IRM. Les chirurgiens ne savaient pas que la moelle épinière était atteinte et pensaient que c'était des douleurs hystériques. Donc j'ai travaillé avec François Bourreau qui avait créé la première consultation antidouleur à l'hôpital Saint-Antoine. Heu, tous les pionniers de la fin du siècle dernier ont vu venir le changement dans les modèles organisationnels et j'ai très vite créé un groupe qui se réunit pratiquement tous les mois avec des magistrats, des avocats, des inspecteurs du travail, des psychiatres, des psychologues du travail pour créer les outils, heu, pluridisciplinaires nécessaires pour prendre en charge, les patients qui nous arrivent. Parce que, pour comprendre le travail, il faut connaître la physiologie, la médecine, l'économie, la cotation en sécurité sociale, la physiologie, il faut tellement de connaissances qu'aucun d'entre nous ne les possède toutes et donc il faut travailler en réseau. C'est aussi pour ça que j'ai tenu à ce qu'au fur et à mesure que, à mon grand étonnement, ces consultations se sont multipliées. Moi, je pensais que, c'était une petite création baroque dans un petit hôpital de banlieue et je considère qu'un réseau, européen maintenant de 200 consultations est un symptôme grave.
même si, madame Élisabeth Borne nous a remis la Légion d'honneur, quand elle était ministre du Travail pour, finalement un peu sanctuariser le travail de mise en réseau. Je crois que c'est important d'envoyer comme message que les outils doivent venir du territoire, que c'est à nous de les créer, qu'il faut attendre que ça arrêter d'attendre que ça descende de l'État ou des institutions, que c'est à nous de créer sur le terrain, en région, là où on est. Nos petites institutions pragmatiques qui connaissent bien les outils et qui permettent de tirer les gens d'affaires. Pour commencer par le début, il faut replacer le travail dans sa centralité. Cette notion de centralité n'est pas si simple à aborder, tellement elle dépend de l'angle sous lequel on regarde le travail. On a déjà vu ici cette notion vue par le préventeur en entreprise, par l'avocat, par le philosophe, par l'anthropologue. Il était temps d'avoir le point de vue d'une psychologue clinicienne. Aussi, je demande à Marie Pézé par où elle l'attrape, ce travail, par où elle s'en saisit. Par la construction de l'appareil psychique. Quand on est psychanalyste, on le sait. Et le travail va continuer pendant toute l'enfance quand, l'écolier, va travailler à l'école, puis le lycéen, puis ensuite quand on fait des études ou des formations sur le terrain et puis que si possible, on choisit un métier qui correspond à son montage pulsionnel. Je dis souvent un peu sur le mode de la caricature, ayant travaillé 40 ans avec des chirurgiens, qu'heureusement que le petit garçon sadique de 4 ans qui aime bien arracher les pattes des mouches peut utiliser un scalpel à l'âge adulte, plutôt que de devenir un psychopathe. Heureusement que moi qui adorais écouter aux portes, je me fais payer pour écouter les secrets de famille. La sublimation est très, très précieuse pour pacifier, à la fois le chaos interne et le chaos social et d'ailleurs on voit bien dans notre société l'absence de travail, perturbe, rend chaotique, des banlieues entières, des régions entières, parce que quelle voie d'expression des différentes pulsions pour toute cette jeunesse qui n'a pas sa place dans le monde du travail. À ce jour, on n'a pas trouvé comment remplacer le travail pour pacifier une société. Parce que c'est important de se lever tous les matins en se disant qu'on va être utile au monde, qu'on a une place quelque part, que le geste de travail qu'on va effectuer a du sens, qu'il aide à tenir le monde, encore une fois. Et on s'en est particulièrement aperçu, vous vous souvenez, pendant le confinement. Là, on a vu apparaître les invisibles, les éboueurs qui ramassaient nos poubelles, les caissières de supermarchés et puis nos soignants, bien sûr. Donc on a vu comment si on laisse les gens se débrouiller, ça marche bien. J'ai une amie qui est médecin anesthésiste réanimateur dans un hôpital que je ne vais pas citer, qui est resté 4 mois à sauver des gens, pas tout le monde, c'était dur et au bout de 4 mois, la directrice de l'hôpital lui a téléphoné pour lui dire: «Bon, ça fait 4 mois que vous n'avez rien rapporté. Il faut recommencer à coter les actes». Et là, vous avez la quintessence de du bouchon extrêmement, hermétique entre la gouvernance, ses critères, sa grammaire chiffrée, ses cotations, ses tableaux Excel et sur le terrain, nous tous qui nous débrouillons avec le travail réel tel qu'il se présente dans la vraie vie. Si le travail contribue à la construction de soi, s'il permet de pacifier, de donner une issue à des mécanismes psychiques, comme nous le rappelle Marie Pézé, alors lorsqu'il se heurte à une organisation du travail qui entrave cette construction, ou une économie managériale qui la rend impossible, les gens finissent par tomber malades. Souvent, les directions nous demandent si c'est pas franco-français, ça, s'il n'y a pas une dimension culturelle là-dedans. Je me demande ce qu'en pense Marie Pézé. J'ai maintenant des jeunes femmes de 35 ans avec des cerveaux définitivement, cognitivement abîmés, qui sont en invalidité de type 2, qui retravailleront jamais. Voilà. Et donc, ces gens qui sortent de grandes écoles, d'HEC, de l'école normale, des grandes écoles de commerce et qui, à 35 ans, ont des cerveaux détruits avec des indices sous la moyenne, alors que c'est l'élite de la nation. Mais c'est le monde à l'envers. On est en train de détruire les cerveaux, de l'élite de la nation.
c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer dans un déni collectif, auquel tout le monde s'accroche. Je pense que nous avons 2 particularités. D'abord, nous baignons dans les stéréotypes dans ce pays. Le premier stéréotype culturel très puissant dont on ne vient pas à bout étant le présentéisme à la française. Mes enfants sont tous à l'étranger, ils finissent à 17h. Il y a une vraie journée, après la journée de travail et en France, on voit que le travail est toujours organisé pour des hommes, dont la femme serait encore à la maison pour les débarrasser de la prise en charge de la sphère familiale et des travaux domestiques. Alors que nous sommes un peu moins le pays où les femmes travaillaient le plus, mais là, il y a un décrochage. Parce que je vois tellement de femmes cadres craquer ou repousser, la conception des enfants. Le réarmement, de la natalité, c'est pas pour demain, hein. On peut leur proposer que des journées de 12 heures et la congélation des ovocytes, c'est pas très motivant, hein. C'est compliqué en France d'être une femme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième stéréotype, c'est le salarié n'a rien à dire sur son travail, il a qu'à exécuter la tâche telle qu'elle est protocolisée. Or, c'est faux, tout le monde sait que c'est parce qu'on rajoute au protocole que ça tourne et on l'a vu pendant le covid. Et là, on a déjà oublié que le monde avait bien tourné sans les protocoles à ce moment-là, heureusement, hein. Et donc tant que les écoles de commerce, charrieront ce message, heu le salarié, n'a rien d'intelligent à mettre dans le geste, dans un pays où on sait que nous sommes par essence attachés comme des artisans à notre travail, contrairement aux pays anglo-saxons qui ont une approche assez pragmatique et qui, par des activités associatives à côté, parce qu'ils ont le temps, peuvent s'épanouir. En France, le travail reste un marqueur identitaire, extrêmement puissant. Et donc priver cette nation de tout ça la déprime. Nous voyons bien que le travail est un marqueur identitaire fort. Alors, il est logique que la principale question de la qualité de vie au travail soit celle de la qualité du travail. C'est l'action qui sauve du péril dépressif. Hein, vous l'avez dit, le geste empêché, c'est l'impossibilité d'investir le geste de travail. Un ouvrier qui peut plus ficeler son boulon à 6 microns, mais qui doit le faire à 8, il sait qu'il travaille mal. Il aime plus fraiser son boulon. Il finira par craquer. Vous savez, la DARES publie des chiffres, sur la dernière enquête Sumer qui sont assez terrifiants. En 2019, 47 des salariés français éprouvent une souffrance éthique au travail. C'est-à-dire ils ne sont pas en accord avec la manière dégradée dont on les oblige à faire le travail. Ils rentrent chez eux, ils se regardent dans la glace, ils sont pas fiers d'eux. Et donc ils peuvent pas rapatrier la fatigue éprouvée, dans la construction d'un soi professionnel, riche, compétent. Moi, à la fin de la journée, quand j'ai vu beaucoup de patients, je peux être épuisée, mais je sais que, voilà, on a tiré des gens d'affaires et donc tous ceux qui travaillent peuvent rapatrier ça dans la construction de leur professionnalisme, hein. Quand en plus vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait parce que vous avez fait un soin de mauvaise qualité ou fait semblant de doucher la vieille dame dans l'EHPAD, vous avez honte de vous, du système, de la société. J'ai toujours en tête cet exemple affreux, heu, j'étais en vacances dans le Midi, je suis cannoise d'origine, au mois d'août, c'était il y a peut-être 8 ans. Coup de fil, du CHSCT d'un grand CHU du Sud, toujours très bien classé parce qu'on y fait des choses merveilleuses, sauf que c'était le 5e suicide d'infirmière et qu'au mois d'août, n'ayant pas pu joindre Christophe de Jour, on appelait, Marie-Thosé, comme si j'allais pouvoir faire un miracle. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que le TRH, il a un grand tableau chiffré avec les effectifs de tous les services et qu'en néonat, où il faut des effectifs au top, il y avait 2 infirmières en burn-out et donc juridiquement, il faut que les effectifs soient au bon niveau parce qu'autrement c'est grave, on peut être poursuivi et donc le DRH, il regarde, son tableau d'effectifs, tiens, en urologie, je peux prélever une infirmière, en médecine aussi et donc il met 2 infirmières qui ne connaissent pas les dosages pédiatriques
qui ne savent pas piquer des prématurés. On leur confie des bébés qui vont mourir, non pas parce qu'elles ont commis quoi que ce soit, mais parce que les prémas, ça peut mourir. Et elles rentrent chez elles et elles se tuent. Parce que c'est horrible ce qu'on leur a fait faire, et puis parce qu'elles savent qu'elles sont pénalement responsables, toutes seules, et que l'institution ne les défendra pas. Et là, on voit le gouffre entre le tableau Excel, la grammaire chiffrée et le travail sur le terrain. Et comment le DRH, il se contente de remplir son tableau Excel, et c'est pas possible. En passant en revue les différentes causes de cette dégradation du travail, il y en a une sur laquelle nous tombons rapidement d'accord. C'est toute cette pression du changement permanent. Cette injonction à sortir de sa zone de confort dont on a déjà parlé ici. Nous avons mis en ligne sur le site Souffrance et Travail un guide de management du docteur Peter Kruse, traduit de l'américain, qui date de 96, où Peter Kruse compare les souris à l'homme et explique qu'il faut faire peur aux salariés pour qu'ils s'adaptent au change management, au changement permanent, à cette innovation, hein, qui est la novlangue qu'on entend absolument partout. Et la tragédie de cette innovation permanente, de cette compétition entre les entreprises, c'est qu'elle transforme, en modifiant les organisations du travail tous les 3 mois, les salariés en novices permanents. Tout ce que vous aviez acquis comme compétences, comme mémoire procédurale, comme mémoire du travail, qui est la plus solide, la plus physiologique. Je pense que tout le monde a vu sur internet cette vidéo de cette vieille dame dans son fauteuil à qui le neveu passe la musique du Lac des Cygnes. Elle a été, étoile, danseuse autrefois, et on la voit se réveiller et bouger les bras. Vous voyez, même en état d'Alzheimer profond, les mémoires des gestes de travail sont toujours présentes. Et donc, faire changer les gens de mémoire de travail tous les 3 mois, c'est une déstabilisation, ça les ralentit. Ils sont moins bons, ils sont déstabilisés, ils sont anxieux. Ils savent qu'ils n'ont plus la maîtrise sur le geste de métier. Et donc, c'est une manière, par le levier de la peur, de les tenir et de les faire travailler. Bien entendu, ce change management dissimule une accélération du temps et un surcroît de pression. On voudrait bien les dissimuler. On voudrait bien leur donner une apparence de modernité. Mais qui est dupe de ça? Dans les nouvelles organisations mises en place, l'évaluation, la compétition ont brisé la coopération, et alors encore plus bien sûr, le travail à domicile pendant le Covid, puis le télétravail qui a fait fuir les lieux de travail que, de surcroît, on a modifiés en flex office. Je pense que de toute façon actuellement, le numérique qui vient se coupler à ces organisations du travail, moi qui date du siècle dernier, je l'ai vu apparaître, puisque je date d'une époque où les secrétaires à l'hôpital prenaient, en sténo, puis après il y a eu les machines à écrire, et ensuite quand l'ordinateur est apparu, on s'est dit: «Chic, ça va nous donner du temps supplémentaire pour nos patients». Eh beh, pas du tout, on s'est débrouillé pour que cet outil pèse, très lourdement sur nos fonctionnements cognitifs, nous oblige à des shiftings, neurocognitifs épuisants, et puis deviennent, une grammaire chiffrée, un contrôle, de l'accélération de nos tâches, une géolocalisation. C'est devenu, un outil qui, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, parce que vous savez que j'ai travaillé longtemps en chirurgie de la main et que c'est un organe qui me passionne, c'est la première fois que l'homme invente, l'homme avec un grand H, hein, un outil qui le kidnappe en retour. Parce que si le prix Nobel a été attribué il y a 5 ou 6 ans à 4 chimistes, travaillant sur les rythmes circadiens, c'était vraiment pour lancer un message à l'humanité. Le rythme, l'accélération de soi que permettent, ces outils numériques, ces nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, dépasse les limites neurophysiologiques de l'être humain, et produisent des coups d'accordéon dans le fonctionnement mental, dans le fonctionnement organique, qui produit des pathologies cardiovasculaires,
des pathologies neuropsychologiques, neurocognitives, des effondrements de Karoshi au Japon. Et puis, ce qui nous inquiète beaucoup, ce qu'on appelle les suicides blancs, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques, qui ne sont pas déprimés, mais qui sont comme le hamster dans la roue et qui nous disent tout simplement: «Moi, je veux que ça s'arrête, mais je ne sais pas comment arrêter ce rythme-là. Et donc je vais me jeter, sous la rame du RER demain matin, comme ça je vais pouvoir dormir». Ils le disent comme ça. Et vous avez 1 heure pour trouver un psychiatre qui va recevoir cette personne et le mettre en arrêt maladie, parce qu'autrement, le risque de passage à l'acte est pour que ça s'arrête est malheureusement absolument énorme. Les choses sont claires, on pourrait les résumer en disant que c'est le travail qu'il faut soigner, pas les gens. Même si la part individuelle, personnelle, de l'humain au travail intervient. Elle intervient, mais elle n'est en général pas la cause racine. Il faut remonter à l'organisation du travail. Comment ? Je propose à Marie Peset de voir comment chaque acteur peut intervenir. Et à Seigneur tout honneur, je lui propose de commencer par le psychologue du travail. Alors c'est très compliqué pour moi parce qu'en fait, je ne suis pas psychologue du travail, hein. Je suis psychanalyste, psychologue clinicienne. Moi, je suis arrivée sur la question du travail par la psychosomatique et par la chirurgie. Je me retrouve à créer un certificat de psychopathologie du travail alors que je ne suis pas psychologue du travail. En tout cas, les psychologues du travail du réseau sont extraordinairement bien outillés et formés dans la déconstruction de cette, construction de l'ignorance, justement. Et c'est ça qui sauve les gens. C'est leur rendre le fait que tous les jours, ils font tenir l'entreprise ou l'institution, l'hôpital, l'EHPAD, la boutique du coin de la rue. C'est eux qui tiennent tout ça. Si vous le leur rendez, c'est extraordinaire. Bonne réponse, hein ? À méditer pour nous tous. Rendre aux salariés que c'est eux qui font tourner la boutique. Leur redonner du pouvoir d'agir. Tout un programme. Bon, acteur suivant, le ou la DRH. Est-ce qu'il ou elle a un rôle à jouer dans la réappropriation de l'organisation par ceux qui font le travail ? Moi, j'ai tout à fait renoncé à expliquer aux DRH autre chose que les jurisprudences qui les concernent. C'est-à-dire si les DRH ne soignent pas la manière dont le travail est effectué pour que les salariés se portent mieux, l'obligation de sécurité, le résultat de l'employeur n'est pas tenu. Et il y a eu en mars 2017 une jurisprudence, une DRH qui n'avait pas dénoncé une organisation du travail harcelante a été condamnée à 1 an de prison avec sursis. Donc c'est ça que je dis aux DRH. Il y a un cadre légal, il faut adapter le travail à l'homme, c'est ce que dit le L4121 et suivants, et pas l'inverse, pas adapter, les salariés, au travail. Donc il faut s'en tenir, à ce cadrage légal que les magistrats ont mis en place à partir de 2002. Vous vous rendez compte, on est en 2025, il y a encore des endroits où on ne connaît pas l'obligation de sécurité, où on connaît mal les jurisprudences sur le harcèlement moral en France. L'arrêt, de la Cour de cassation sur France Télécom vient de tomber. Nous sommes le seul pays en Europe où on reconnaît le harcèlement institutionnel. Tellement les pratiques managériales sont harcelogènes et punitives et manient la peur. Troisième acteur, le plus central, c'est le ou la salarié. Je me demande si il ou elle peut, au même titre que d'autres parties prenantes, remonter de sa souffrance jusqu'à l'organisation du travail. À ce stade, il faut que Marie Peset nous en dise un peu plus sur ce qu'on fait dans les consultations souffrance et travail. Vous savez, les premières consultations sont très longues. Quand on reçoit un patient, on fait ce qu'on appelle la double chronologie, c'est-à-dire qu'on remonte à sa formation, à ses études, à tous les postes qu'il a occupés et puis progressivement à la détérioration de son état de santé et au dernier poste. On commence jamais par les dernières difficultés parce qu'autrement, la personne est dans un état de détresse et c'est fini, on n'a plus rien entre les mains. On a juste quelqu'un qui sanglote. Cette double, chronologie, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet au patient, parce qu'on lui pose des questions précises: «Qu'est-ce que vous avez occupé comme poste? Qu'est-ce que vous faisiez?»
sont très étonnés. On les oblige à retourner sur le travail réel. Et donc tout d'un coup, décennie après décennie, en discutant de leur poste, ils comprennent à quel point le poste s'est vidé, à quel point les protocoles se sont mis en place, à quel point on n'a pas remplacé les gens qui partaient à la retraite, à quel point on leur a demandé de faire le travail de 2 ou 3, et puis que finalement, ils connaissent pas les lois et que tout a tourné grâce à eux. Parce que c'est quand même ça, hein. Ça tourne grâce à nous tous, hein, et leur rendre ça, ça a un pouvoir extraordinaire, et leur dire sur le pas de la porte ce que spontanément je leur disais et qui est devenu notre motto à nous, hein, vous n'êtes plus seuls, ne restez pas seuls. Hem, Ils m'ont tous dit des mois plus tard: «Vous savez, sur le pas de la porte, vous m'avez serré la main», ça c'était avant le covid, heu, «vous n'êtes plus seuls», et je suis repartie chez moi, avec vous dans la tête, avec l'adresse de l'avocat, du psychiatre, de la neuropsychologue. Quand je vais travailler, j'ai ce petit commando dans ma tête, et puis je sais que si je fais une crise de nerfs sur le lieu du travail, bah, au lieu de tenter de tenir, je vais montrer mon malaise parce que ce sera reconnu en accident du travail. Merci au médecin conseil. Je sais aussi que pendant l'arrêt maladie, je pourrais faire une formation, un lycée encadré ailleurs, et que donc il suffira, de rompre le contrat et que je pourrai rebondir sur un nouveau poste avec un nouveau métier, et on voit comment, à côté de ce discours de novlangue qui veut plus rien dire, c'est un peu consternant, hein, les petits dessins sur LinkedIn, les PowerPoint avec, il faut qu'ils soient amusants madame Peuzet, vos PowerPoint, parce que c'est tellement lugubre tout ce que vous dites. Bah oui, mais c'est un peu la réalité, donc je vais pas mettre des petits bonshommes, et des petites étoiles et des petits cœurs sur, mes PowerPoint. Heu, c'est lénifiant, infantilisant ce qu'on trouve, quelquefois sur LinkedIn. C'est aussi pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux, qu'on a ce site gigantesque, 900 000 connexions par an, que nous mettons en ligne tous les outils. Le guide Danielou, fabriqué par le professeur Danielou et par Michael Prieux, va devenir le guide officiel de la sécurité sociale sur, les ayants droit en cas de suicide. Donc tous les outils que nous fabriquons sont tirés, des facteurs Golac, des études de la DARES. Ce sont des outils scientifiques, juridiques, qui permettent effectivement de bien travailler, comme le test de propagation du burn-out, qu'on appelle comme ça par défaut, bien sûr, qui permet aux patients qui se l'auto, attribuent de savoir où il en est. S'il est à la 3e page, il faut qu'il vienne consulter. Vous savez, les gens n'ont même plus le temps de lire et de chercher sur internet, et puis ils sont plus en état non plus, hein, cognitivement. Ce sujet des ressources mises à disposition par le réseau Souffrance et Travail mérite un petit aparté. Il y a un travail à faire sur les mots. Marie Peuzet le dit souvent, elle qui a écrit Le burn-out pour les nuls. On a de moins en moins de richesse lexicale pour décrire son propre vécu. Aujourd'hui, tout est harcèlement, tout est burn-out. Elle dit d'ailleurs burn-out partout, burn-out nulle part. Et ça, c'est vrai du point de vue du salarié en souffrance. Mais c'est vrai également de l'entreprise, et même des préventeurs, avec des raccourcis, des modèles, des visions stéréotypées de choses autour de concepts opérationnels comme l'engagement, la motivation, la QVT, le bien-être. On commence à avoir du mal à se comprendre. Oui, oui, bien sûr, ça c'est Jean-Baptiste Fressoz, qui est historien des risques et qui le dit magnifiquement bien dans l'Apocalypse joyeuse. La construction de l'ignorance est à l'œuvre. Comment dire, l'écrasement de la pensée, la complexité de l'être humain, arc-boutée vers la possibilité de s'élargir, d'élargir ses compétences au travail, est réduite à un tout petit vocabulaire de 50 mots. Vous avez même des patients qui arrivent et qui disent: «Je suis en RPS», vous voyez tout ça? C'est comme des slogans de publicité, ça ne veut plus rien dire. Face à tout ce gloubi-boulga sauce LinkedIn, je demande à Marie Peuzet ce qu'on peut dire de simple pour que les gens puissent se repérer. Elle n'hésite pas une seconde. Vous savez, il y a trois choses importantes qui pourraient sauver le monde du travail. D'abord, un cadre qui vient en appui quand vous êtes en difficulté, donc un cadre qui connaît le cœur de métier
et pas un manager d'objectifs chiffrés. Ça, c'est le premier point. Un collectif de travail soudé et pas quelqu'un avec qui vous êtes en concurrence et avec qui vous n'allez pas partager la ficelle de métier. Et puis un travail qui a du sens. Voilà. Si vous avez ça, vous pouvez avoir de la fatigue, mais vous n'avez pas de risques psychosociaux. Est-ce que ça existe encore, ça? Un cadre sur qui s'appuyer, un collectif soudé et un travail qui a du sens. Si vous avez ces 3 trucs-là, ça marche. Si vous les avez plus, ça dégringole. Et toutes les rustines du monde, c'est-à-dire, ce que Christophe Dejour appelle la chrasisthénique, c'est-à-dire l'adhésion à ce système qui va renforcer la cruauté, bah, ça aboutit à des jugements comme France Télécom, hein. Et si vous en êtes là, que ça a dégringolé, direction le site Souffrance et Travail, le lien est en description. Parce que dans l'approche du réseau, et je pense que c'est la bonne, le travail, il est à faire salarié par salarié. La déconstruction, elle se fait cas par cas. De même que le psychologue du travail intervient entreprise par entreprise, organisation par organisation, et à chaque fois dresse un diagnostic spécifique, la prise en charge des personnes qui sont en souffrance au travail, elle se fait au niveau de l'individu, en lui redonnant du pouvoir d'agir, en lui redonnant la main sur son vécu. Ce site Souffrance et Travail, le site du réseau, c'est pas un gadget, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un énorme site avec des vidéos. On vient cet été de le mettre aux normes Google. Vous savez que Google continue à écraser la pensée en demandant des phrases de 10 mots. Donc, il a fallu que nos programmateurs bossent tout l'été pour transformer et éditer aux normes de Google pour qu'on repasse en premier sur le plan du référencement. C'est une tragédie, mais on s'est plié parce qu'il faut qu'on nous trouve notre nouveau guide du salarié. On a souvent des gens qui mettent des messages. Écoutez, je me suis débrouillée avec toutes les lettres pré-remplies, avec tous les outils. J'ai pu faire déclarer non citis dans la fonction publique. J'ai pu contester le refus de l'employeur, déclarer mon AT. Nous mettons en ligne des outils gratuits, hein, je vous rappelle. C'est un site à but non lucratif et c'est la somme du travail de tous les gens qui travaillent sur ces questions-là et qui veulent juste outiller, le travailleur. C'était une ressource précieuse et vous l'avez rappelé dans vos vœux et je le fais à votre place ici, tout don est défiscalisé. Bien sûr, 66. Évidemment, on n'épuise pas le sujet de la souffrance au travail en un épisode de podcast de 30 minutes. Si Google écrase la pensée, je suis assez d'accord avec ça, nous on essaye de l'élargir un petit peu, notamment en s'ouvrant des chakras avec la question saugrenue qu'on va devoir ruminer dans les jours qui viennent. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec l'idée saugrenue de Marie Peset. Alors, c'est pas quelque chose de saugrenu, c'est un changement de position pour renverser la table. Les salariés qui savent qu'ils ont des objectifs inatteignables et qui cherchent à les atteindre quand même, hein, parce que c'est plus fort que nous, on voudrait dormir sur nos 2 oreilles en ayant fini toutes nos tâches le soir. Je leur dis toujours: «Mais demain, vous allez partir au travail en faute prescrite par l'organisation du travail. Vous aurez cette faute dans votre dossier pour qu'on puisse vous virer quand on voudra». Regardez les choses comme ça. Au lieu d'essayer d'atteindre les objectifs, regardez l'organisation du travail qui vous met en faute prescrite. Ça change la perspective. Devenez des citoyens, connaissez vos droits et vos devoirs. Cette posture politique au sens d'action dans la cité, elle est très importante, elle remet les gens debout. Il me reste à vous dire un énorme merci pour tout ce que vous faites et puis pour avoir accepté de passer un petit moment avec nous. Merci à vous parce que vous parlez du travail et ça, les gens sont tellement contents quand on leur dit qu'ils ont tenu le monde.